Bonjour. Pourquoi dites-vous que la politique africaine du prestidigitateur Emmanuel Macron vous fait penser à celle d'un autre prestidigitateur, Charles de Gaulle en 1960? Alors, bon, la politique africaine d'Emmanuel Macron nous fait penser à plusieurs prestidigitateurs en réalité. Plus exactement, il nous fait penser à des tours de passe-passe plus anciens. Le parallèle plus évident encore, c'est celui de la politique coloniale de François Mitterrand dans les années 50, avant même celle du général de Gaulle. Quand il est ministre de l'Outre-mer. Absolument. Donc François Mitterrand, beaucoup de gens l'ont oublié, a été ministre sous la 4e République à plusieurs reprises et il a été notamment ministre de la France d'Outre-mer en 1950-1951 et il s'est engagé dans une politique qui, à mon sens, ressemble d'une certaine façon à celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est-à-dire une politique qui vise à réformer un système, donc à l'époque le système colonial et aujourd'hui ce qu'on pourrait qualifier de système néocolonial, non pas pour les faire disparaître, ce système colonial ou ce système néocolonial, mais au contraire, pour les faire perdurer. Alors, le cas de François Mitterrand m'a beaucoup intéressé dans les années 50, puisque à cette époque-là, il a fait une alliance stratégique, disons, avec le président du Rassemblement démocratique africain, Félix Houphouët-Boigny, pour précisément réussir à réformer le système colonial de sorte qu'il ne s'écroule pas. Une des thèses importantes du livre, je pense, c'est d'expliquer que ce qu'on appelle la France-Afrique n'a cessé d'évoluer en fait au fur et à mesure des décennies et que ces réformes, ces nouveautés, ces transformations n'avaient pas pour but de faire disparaître un système, mais au contraire avaient pour but de le moderniser pour le faire perdurer. C'est ce qu'on constatait dans les années 50 autour des initiatives de François Mitterrand et c'est ce qu'on a constaté ensuite avec d'autres responsables politiques, Charles de Gaulle ou d'autres, et aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Si Houphouët-Boigny n'avait pas existé, est-ce que la France-Afrique aurait été un système aussi solide et aussi souple à la fois, c'est-à-dire aussi pérenne? Alors c'est une bonne question, parce que vous savez sans doute que Félix Houphouët-Boigny est présenté souvent comme l'inventeur du concept de France-Afrique. Or, dans nos recherches, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Ceux qui connaissent ces sujets disent souvent que Félix Houphouët-Boigny, au milieu des années 50, en 1955 pour être précis, a utilisé ce terme de France-Afrique, ce néologisme, donc la France-Afrique en un seul mot, avec la cédille, pour qualifier cette amitié très particulière que les élites françaises et africaines ont nouée pendant la colonisation. Or, nous, en fait, dans nos recherches, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, que ce n'était pas lui l'inventeur en réalité de ce terme, que ce terme apparaissait à la une du journal L'Aurore le 15 août 1945, donc une décennie plus tôt. Et donc ça nous a mis la puce à l'oreille finalement. On s'est dit, tiens, est-ce que ça ne doit pas nous interroger sur ce que c'est que la France-Afrique? Alors, contrairement à beaucoup de gens, on essaie de donner une définition de la France-Afrique. Et cette définition, elle n'est pas interpersonnelle. On considère que ce n'est ni Houphouët-Boigny, ni Jacques Foccart, l'ancien monsieur Afrique du gaullisme, ni Jacques Chirac, ni François Mitterrand, qui portent en eux-mêmes la France-Afrique, mais que la France-Afrique, c'est un système qui se caractérise par sa dualité, avec une facette officieuse. On connaît les barbouzeries, les coups d'État, les assassinats, les circuits de corruption, etc. C'est souvent d'ailleurs ça qui focalise l'attention. Mais il y a aussi une facette officielle, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des institutions militaires, monétaires, culturelles, linguistiques, les instruments économiques, commerciaux, juridiques, qui permettent de maintenir l'influence de la France sur le continent africain et une certaine forme de dépendance néocoloniale, si vous voulez. Mais à vous lire, quand même, Thomas Deltombe, on a l'impression que plus encore que Foccart ou Mitterrand, c'est Houphouët, le personnage clé de la France-Afrique. C'est incontestablement un personnage clé sur la façon dont les colonies françaises d'Afrique subsaharienne se sont, entre guillemets, décolonisées et ont accédé à une certaine forme d'indépendance, une indépendance atrophiée au tournant des années 1960. Et le duo Houphouët-Foccart a été évidemment structurant dans l'évolution de la France-Afrique. C'est pas un hasard si l'historien Jean-Pierre Pat, qui d'ailleurs participe au livre, a écrit un livre lui-même qui s'appelle Le syndrome Foccart. Alors en 1960, vous expliquez bien comment la France vide les indépendances de leur substance, comme vous dites, et c'est la mise en place du système Foccart fondé sur le circuit court entre l'Élysée et les chefs d'État africains, c'est-à-dire le coup de téléphone. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là d'une violence d'État ? Alors nous, pour cette phase des indépendances, qu'on appelle les indépendances en trompe-l'œil, on parle d'un néocolonialisme contre-subversif, c'est-à-dire un néocolonialisme qui permet en fait de marginaliser et de réprimer les personnes, les groupes et les mouvements qui cherchaient véritablement à acquérir une indépendance totale et la coopération, comme le disait Michel Debré à l'époque, qui était Premier ministre. Il explique très bien à Léon Mba, au Gabonais Léon Mba, il lui explique dans une lettre en 1960, il dit « L'indépendance ne va pas sans la mise en place d'un mécanisme de coopération. »
Et Charles de Gaulle, dans ses mémoires, dit tout à fait ça. Il dit qu'il y a une continuité entre la colonisation et la coopération. Et vous vous intéressez à ces chefs de la contre-subversion, comme vous dites, et on apprend ainsi que Georges Métrier, l'un des chefs de la répression au Cameroun en 1960, il est présent au Togo en 1963 quand le président Olympio est assassiné. Oui, alors ça c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Comme vous le savez peut-être, j'ai avec deux autres auteurs beaucoup travaillé sur la décolonisation du Cameroun. Et la décolonisation du Cameroun, c'est un épisode historique fort méconnu qui a été marqué par une très très grande violence d'État, c'est-à-dire une guerre où des dizaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers de Camerounais ont été tués. Et pour quelle raison? Pour permettre l'installation à la tête du pays d'un régime pro-français. Autre exemple de la violence d'État, dites-vous, l'opération Persil pour renverser Sékou Touré à Conakry. Oui, alors ça, Laurent Corot et Coralie Piret signent un article dans le livre qui décrit extrêmement bien ça, c'est-à-dire le harcèlement dont a été victime Sékou Touré et plus largement le régime guinéen après le vote non des électeurs guinéens en septembre 1958. Et suite à ce refus, le régime guinéen a été harcelé très durement. Il y a eu vraiment des tentatives de déstabilisation, voire d'assassinat de Sékou Touré pour mettre à bas le régime guinéen qui protestait contre la mise en place du système néocolonial. L'assassinat de Ruben Oumniobé, l'assassinat de Sylvanus Olympio. Vous dites que Charles de Gaulle n'est pas directement lié à ces crimes d'État, c'est la doctrine du feu orange. Qu'est-ce que c'est? Alors là, il y a un peu deux questions en une, si vous permettez. C'est-à-dire que c'est deux cas quand même un petit peu différents. C'est-à-dire que l'assassinat de Ruben Oumniobé en septembre 1958, donc Ruben Oumniobé est le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun et il est assassiné par l'armée française dans une opération militaire. Ce qui est plus l'exemple aussi qu'on pourrait citer, c'est l'assassinat, l'empoisonnement de Félix Roland Moumié, qui lui était le président de l'Union des populations du Cameroun et qui a été donc empoisonné le 15 octobre 1960 à Genève par un agent du SDEC, donc l'ancienne DGSE. Alors, est-ce que le général de Gaulle a dit ouvertement il faut tuer Moumié? Évidemment, on n'en a pas la preuve, mais en réalité, quand des opérations sont menées, elles sont menées souvent de façon à ce que les ordonnateurs puissent se dédire en disant non, nous n'avons rien à voir avec ce type d'opération si jamais l'opération tournait mal. Si ça tourne mal, c'est un subalterne. Évidemment, ça permet d'avoir des lampistes à sanctionner au cas où l'affaire tourne mal. Et dans le cas de l'assassinat de Félix Roland Moumié en 1960, l'affaire a relativement mal tourné. Effectivement, Félix Moumié est mort, mais il a eu le temps, avant de mourir, de démontrer qu'il a été assassiné. Florence Meurice a fait un excellent article sur le site de RFI qui explique tout ça, auquel je renvoie vos auditeurs. Merci beaucoup. Alors, est-ce que cette violence d'État fait aussi des victimes en France? On pense par exemple à la disparition du ministre Robert Boulin en forêt de Rambouillet en 1979. Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec la France-Afrique? Alors là, il faudrait que vous interrogiez mon collègue Benoît Colombin, qui est un des co-directeurs de l'ouvrage, qui a énormément travaillé sur l'affaire Boulin, comme vous le savez sans doute, et qui, dans le livre, intervient pour expliquer qu'effectivement, il y a possiblement un lien entre les connexions gabonaises de la droite française, de la droite gaulliste française, et la disparition étonnante, surprenante, mystérieuse d'une certaine façon de Robert Boulin à la fin des années 70. En 1981, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, beaucoup espèrent un changement. Est-ce que vous pensez que la politique africaine de François Mitterrand a été la même que celle de ses prédécesseurs, ou quand même un peu moins pire, selon votre analyse? On essaie vraiment de souligner les continuités. Il est lui-même resté fidèle à ses convictions anciennes de jeune ministre de la 4e République. Et on le voit notamment dans sa très grande méfiance, en tout cas, à l'égard des anglo-saxons. C'est quelque chose qui est très, très présent dans sa politique africaine et qui aura des conséquences tragiques, puisque c'est une des raisons pour lesquelles il s'est engagé auprès du régime Hutu au Rwanda, qui va perpétrer le génocide des Tutsis en 1994. Vous citez cette phrase célèbre de Mitterrand, la France ne serait plus tout à fait elle-même aux yeux du monde si elle renonçait à être présente en Afrique aux côtés des Africains. Est-ce que ce n'est pas ça le fondement de la politique africaine, non seulement de Mitterrand, mais de beaucoup de présidents de la Ve République? Oui, en effet, ça c'est une vieille idée de François Mitterrand, l'idée qu'il faut absolument que la France garde son précaré, car c'est la garantie de sa puissance sur la scène internationale. C'est quelque chose qui est présent depuis le début de sa carrière. On pourrait citer cette phrase de François Mitterrand dans son livre Présence française et abandon en 1957, où il dit, et je le cite, « Nous n'avons pas d'amis outre-mer, mais des concurrents subtils et des ennemis opiniâtres. Les uns et les autres sapent nos positions, atteignent notre prestige. » Et dans le même livre, il explique que la France n'existera plus au
XXIe siècle si elle ne reste pas en Afrique. Est-ce que la présence de la France en Afrique est pour vous suspecte par principe? Est-ce que vous voulez que la France sorte de l'histoire? Sortir de l'histoire, ça me paraît difficile, hein. Mais ce qui me semble plus important, c'est de souligner que la France, en tout cas la société française, et encore davantage les élites françaises, les dirigeants français, doivent regarder en face l'histoire des relations de ce pays avec le continent africain. J'évoquais tout à l'heure la guerre du Cameroun. Je suis très frappé qu'un épisode aussi tragique ne soit pas du tout connu dans l'opinion publique française. Et je suis encore plus étonné qu'un historien comme Achille Mbembe, pour qui j'ai beaucoup d'estime, hein, avec lequel j'ai travaillé, qui a préfacé un des ouvrages que j'ai coécrit sur ce sujet, n'ait pas réussi à arracher le moindre mot d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Et donc, je pense que ça jette une forme de suspicion sur la sincérité finalement des engagements d'Emmanuel Macron, qui dit qu'il veut absolument regarder l'histoire en face, qu'il veut absolument apurer le passé, mais on constate sur ce cas-là et sur d'autres qu'en réalité, il s'agit de grands mots un peu abstraits et ça jette une forme de suspicion, pour le moins. Est-ce qu'au nom de ces crimes passés, la France doit renoncer à toute présence en Afrique? Elle doit devenir une grande Suisse? Écoutez, là, moi, je ne fais pas de prospective et je pense que ce n'est pas le rôle des Français de donner des leçons. Je pense que la France a donné beaucoup de leçons. En tout cas, l'objectif de notre livre, c'est d'inciter les lecteurs à essayer de bien comprendre d'où on vient, pour ne pas omettre des épisodes très importants, pour rendre justice à ceux qui en ont été victimes et pour essayer de se projeter dans un avenir beaucoup plus serein. Or, j'ai l'impression qu'il reste énormément de tabous. Vous savez, dans les milieux conservateurs français, à chaque fois qu'on évoque l'histoire coloniale, désormais, on parle de repentance, on parle de sentiments anti-français, mais en réalité, c'est un devoir pour nous de regarder en face cette histoire. Et on n'avancera pas si on ne la regarde pas véritablement en face et complètement. Voulez-vous dire que tant que la France n'a pas soldé ce passé, elle n'a pas d'avenir en Afrique? Le problème, c'est que si on reste dans les mêmes types de logiques, c'est-à-dire beaucoup de faux-semblants, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de grandes phrases apparemment généreuses, de grandes déclarations d'intention, mais qui ne se concrétisent pas par des mesures et des réformes structurelles de la relation franco-africaine, on n'avancera pas. On peut prendre plein d'exemples. Les interventions militaires françaises en Afrique, la présence permanente de milliers de soldats français en Afrique, la perpétuation du système du franc CFA et beaucoup d'autres choses. Il n'y a aucune réforme de structure en réalité. Je pense que l'Afrique n'a pas besoin de tuteurs finalement. Alors, la présence militaire française en Afrique. Quand Serval débute, en janvier 2013, vous écrivez que la menace des djihadistes sur Bamako n'est qu'un prétexte. Qu'est-ce qui vous permet d'écrire que l'objectif stratégique des djihadistes, à l'époque, ce n'était que Mopti? Alors là, je ne cache pas que le livre étant très très copieux, on a travaillé avec beaucoup de spécialistes et je ne me suis pas occupé spécialement de cette partie-là. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'en dépit des promesses de François Hollande de rompre avec la France-Afrique, très rapidement après son élection, il a réengagé très lourdement les dispositifs militaires en Afrique. Et donc on est très loin de la rupture et effectivement, sous le prétexte de protéger Bamako, l'armée française a été lourdement engagée sur le terrain malien et le terrain sahélien plus généralement. Mais dans votre dénonciation systématique de toute présence militaire française en Afrique, est-ce que vous n'avez peut-être pas tendance à minimiser la menace djihadiste sur les pays du Sahel? On ne minimise absolument pas la menace djihadiste, mais on pense qu'il faut la remettre dans une perspective historique beaucoup plus longue, c'est-à-dire que le développement des mouvements djihadistes au Sahel s'inscrit dans une histoire très longue de conflictualité dans cette région. Vous évoquez beaucoup évidemment le franc CFA comme institution qui pérennise la présence française en Afrique, mais la réforme du franc CFA il y a 2 ans, est-ce que ce n'est pas la fin du dépôt de la moitié des réserves des pays d'Afrique de l'Ouest auprès de la Banque de France? Oui, alors ça, c'est un sujet intéressant. Alors, je ne suis pas spécialiste des questions monétaires, mais effectivement, dans le livre, l'économiste Ndongo Sambasila, la journaliste Fanny Pigeot et le chercheur Thomas Borrell ont beaucoup travaillé sur le franc CFA et expliquent qu'il s'agit en grande partie d'une réforme en trompe-l'œil. C'est-à-dire que les piliers structurants du système CFA restent, mais qu'on a enlevé ce que les parlementaires français appellent les irritants politiques, pour finalement mieux garder les aspects fondamentaux du système franc CFA. Et cette réforme n'empêche pas du tout la France de continuer d'intervenir dans les politiques monétaires de la zone CFA. Et j'ai trouvé extrêmement étonnant que Emmanuel Macron s'invite finalement à Abidjan en décembre 2019 pour annoncer sans aucune concertation que le nom de la monnaie allait changer. C'est-à-dire les Africains ont appris de la bouche du président français, du locataire de l'Élysée, que leur propre monnaie allait changer de nom et qu'il y allait avoir une réforme. Emmanuel Macron l'a dit aux côtés d'Alassane Ouattara, de mémoire.
Il l'a dit aux côtés d'Alassane Ouattara, qui s'était insurgé contre toute réforme du franc CFA quelques mois plus tôt. Donc là encore, on a un symbole assez étonnant, c'est-à-dire que je comprends que les citoyens africains soient déroutés par ce type d'annonce. Donc il faut se méfier des effets d'annonce. Souvenez-vous du discours d'Emmanuel Macron le 1er avril 2017 à Marseille, où il dit, il le promet, il le clame, nous allons sortir de la France-Afrique. Est-ce que véritablement on est sorti de la France-Afrique aujourd'hui? Et on peut en douter d'autant plus que son prédécesseur François Hollande, que vous connaissez bien, s'était lui-même engagé dans son programme en 2012 à, je le cite, rompre avec la France-Afrique. Que le prédécesseur de François Hollande lui-même en 2007 avait promis lui aussi de rompre avec la France-Afrique. Donc c'est cette succession de promesses non tenues qui exige qu'aujourd'hui nous soyons très méfiants à l'égard des opérations de communication, que ce soit sur les dispositifs militaires ou la réforme du système monétaire. Vous parliez tout à l'heure de l'opération Barkhane, je veux bien en dire un mot. Quand Emmanuel Macron dit que ça va être la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération militaire, quelques jours plus tard, son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dit oui, bon, il faut quand même relativiser, c'est une réorganisation, et je le cite, il dit il y aura peut-être moins d'emprise, mais plus de muscles. Donc finalement, ce n'est pas la fin d'une opération militaire, c'est la réorganisation d'un dispositif militaire. Donc les réformes ne prouvent pas la disparition du système. Au contraire, il s'agit de moderniser le système pour lui permettre de perdurer. Alors, vous dites que la France-Afrique, c'est aussi le soutien diplomatique de la France à un certain nombre d'autocrates africains. Mais prenons deux exemples précis. En 2014, au Burkina Faso et cette année en Guinée-Conakry, est-ce que François Hollande, à l'époque, et Emmanuel Macron, c'était dans une interview à Jeune Afrique il y a un an, n'ont pas lâché successivement Blaise Compaoré et Alpha Condé? Oui, mais on pourrait prendre d'autres exemples qui contredisent ça. L'exemple tchadien, par exemple. On voit très bien que Emmanuel Macron s'est rendu au Tchad pour adouber le fils d'Idriss Déby en contravention avec les dispositions institutionnelles et constitutionnelles tchadiennes. Donc, on a l'impression qu'il peut y avoir des ruptures, mais c'est des ruptures qui sont parfois très superficielles et très temporaires. Dans votre livre, vous définissez en effet la France-Afrique. Vous dites que c'est un système de domination qui permet à des élites françaises et africaines de se partager des ressources au détriment des peuples. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer cette définition également à la relation actuelle entre la Chine et l'Afrique? Oui, alors c'est intéressant. Depuis une quinzaine d'années, il y a cette idée qui circule que la Chine-Afrique aurait remplacé la France-Afrique. Bon, effectivement, les Chinois ont pris une place très importante dans le commerce avec l'Afrique, puisque je crois que c'est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Mais est-ce que ça se fait forcément au détriment des intérêts français? Ça, c'est une question qui se pose, et beaucoup d'observateurs constatent que ce n'est pas le cas. Par exemple, Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF dans Jeune Afrique en juin 2021, dit ceci, et je le cite, « On entend souvent ici et là dire que nos entreprises seraient en retrait. Mais en fait, dit-il, il y a un effet trompe-l'œil. La réalité est simple. Nos entreprises progressent et investissent en Afrique. Les chiffres sont très clairs. En 10 ans, les entreprises françaises ont doublé leur stock d'investissement, passant de 20 à 40 milliards d'euros. Donc, l'idée de dire qu'il y aurait une concurrence frontale entre la France et la Chine en Afrique est, à mon avis, trompeuse, puisque, en réalité, beaucoup d'acteurs économiques français bénéficient du développement du commerce africain avec les grandes puissances. Alexandre Villegrain, à l'époque président du Conseil des investisseurs français en Afrique, disait la même chose. Il disait les Français avaient des quasi-monopoles par le passé et ce n'est plus tenable. Compte tenu des taux de croissance de cette zone, il est tout à fait normal que nos parts de marché diminuent, mais, dit-il, et c'est ça qui est important, l'essentiel est que le chiffre d'affaires progresse. Donc, la question est de savoir pourquoi se développe en France cette espèce de discours catastrophiste autour de la perte d'influence de la France en Afrique. Et je pense que l'idée de mettre en exergue des concurrences étrangères permet de relégitimer finalement une politique africaine offensive. Et je ne sais pas si vous avez constaté que le président Emmanuel Macron utilise beaucoup le mot de reconquête. Il a utilisé ce mot au Rwanda lors de sa visite, il a réutilisé ce mot en Afrique du Sud lors de sa dernière visite au printemps dernier, où il parle d'un plan de reconquête. Et ça permet par ailleurs d'effacer finalement un certain nombre de critiques qu'on peut faire à la politique africaine de la France. Dans un gros mois, la France va prendre la présidence de l'Union européenne. Il y aura en février un grand sommet Europe-Afrique à Bruxelles. Est-ce que la France-Afrique, au fond, elle ne va pas se dissoudre dans l'Eurafrique? Alors ce mot d'Eurafrique, encore une fois en un seul mot, est un mot qui est très ancien. C'est-à-dire que dans les années
à la fois dans l'entre-deux-guerres, mais encore plus après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plusieurs processus géopolitiques parallèles. Ce qu'on a appelé la décolonisation et en parallèle la construction de la future communauté économique européenne, la future Union européenne. Et beaucoup de responsables français ont essayé de penser ensemble ces deux processus. Et c'est pourquoi le terme, le néologisme d'Eurafrique a été extrêmement populaire dans les milieux dirigeants français à cette période, dans les années 50, avec l'idée que peut-être on pourrait faire de la France le centre de ces deux blocs. Et cela permettrait finalement de perpétuer la colonisation sous une autre forme, tout en se délestant d'un certain nombre de coûts de la colonisation, parce qu'évidemment, la colonisation était perçue comme quelque chose qui coûtait assez cher. Et une des idées très fortes des élites françaises était de partager le coût de cette exploration, de cette exploitation des ressources africaines. Partager, d'une certaine façon, les frais de la colonisation, en tout cas de ce qu'on appelait à l'époque la mise en valeur des colonies. Et cette idée d'Eurafrique a été extrêmement populaire, y compris chez des responsables africains. On pense notamment à Léopold Sédar Senghor. Et en fait, dans le livre, on explique qu'il y a finalement un lien très fort entre cette idée d'Eurafrique et cette idée de France-Afrique. D'une certaine façon, Léopold Sédar Senghor était le chantre de l'Eurafrique, pendant que Félix Houphouët-Boigny était plus le chantre de la France-Afrique. Et aujourd'hui, l'Eurafrique peut se développer sans pour autant faire disparaître la France-Afrique. Absolument, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que les deux interagissent ensemble et un certain nombre de responsables politiques aujourd'hui relancent cette idée d'Eurafrique, soit en utilisant le terme, c'est le cas par exemple de Dominique de Villepin, qui a écrit des tribunes appelant à la mise en place de l'Eurafrique, sans d'ailleurs faire jamais référence à cette Eurafrique des années 50. Je ne sais pas s'il a lu de la littérature sur ce sujet, et puis d'autres qui finalement développent la même idée en utilisant d'autres mots, avec toujours cette idée de cofinancer ce que les dirigeants français perçoivent comme un effort fait en direction de l'Afrique, soit un effort de développement, je mets ce mot entre guillemets, ou un effort d'interventionnisme militaire, puisque évidemment les interventions militaires françaises sont extrêmement coûteuses, je crois que c'est 1,5 milliard d'euros par an, et il y a cette idée d'impliquer les partenaires européens dans ce type d'effort militaire. D'où l'opération Takuba au Sahel. Exactement. Thomas Deltombe, merci. Bon, là, vous aviez un résumé carrément en 21 minutes. Vous pouvez déjà comprendre ce qui se dessine pour l'Afrique, ce qui se dessine pour l'Europe, ce qui se dessine éventuellement pour les individus, donc les Africains que nous sommes. Vous voyez, là, je parle au Congo. Je parle au Congo. Je suis en train de stream sur Facebook avec cette caméra, et là, je suis sur YouTube avec cette caméra. Là, je parle au Congo. Je ne parle pas aux Congolais. Aux Congolais, c'est ceux qui sont dans la République de l'entité Congo avec C, qui appartient aux Français, et dont les Français ont donné aux criminels, aux mercenaires Mossi, avec leur leader béninois Mossi, que nous appelons Sassou Denis Mathurin. Cette république qui a imposé la colonisation intérieure au Sud-Congo, donc au Congo, qui sont les autochtones, propriétaires des terres, propriétaires des ressources naturelles. Comprenez ça, chers amis? En Afrique de l'Ouest, les jeunes ont compris, ils se sont levés. Le Mali, le Burkina Faso, même au Niger. Mais vous aviez vu l'armée impérialiste tirer les coups de canon sur les jeunes noirs africains non armés. Parce que cette France-là veut vouloir maintenir la politique France-Afrique, qu'elle veut vouloir aller cacher dans le New Deal, que le Français, le Drian, Yves a annoncé, le nouveau deal qu'ils veulent vouloir mettre en place au mois de février, dans le sommet Europe-Afrique qui va se tenir à Bruxelles. Donc, ils veulent simplement changer l'expression France-Afrique à l'Euro-Afrique. Éventuellement, cette politique qui consiste à rendre riches les élites politiques européennes et des criminels, donc les préfets, qui sont protégés par cette même Europe à travers l'Union européenne. Et cette même Europe va encore protéger ces criminels au niveau de l'ONU, à travers le Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que dans les réseaux, éventuellement, et c'est un réseau mafieux de corruption,
On arrive donc à corrompre quasiment des élites à travers le monde entier. Voilà pourquoi vous allez voir que les libertés d'expression, les droits civils ne seront jamais respectés. La justice va exister pour les plus faibles. Donc, éventuellement, pour nous, les Congos, il n'y aura jamais la justice. On va parler de l'expression de termes de justice, mais il n'y en aura pas. Le tout va être voilé. Comme déjà, cette France-là est en train de le faire à travers le système de la France-Afrique en protégeant tous les crimes réalisés par le mercenaire Mossi, béninois, que nous appelons Sassou Denis Maturin. À votre connaissance, nous tenons à vous dire que Sassou Denis Maturin est né au Bénin, à Edo, un village là-bas, en 1937, et on l'a exfiltré du Bénin pour l'introduire au Congo-Brazzaville. Il est rentré par le port de Ndindi, de Pointe-Noire, en 1943. Il est venu avec sa valise et on l'a mené au Nord Congo. Et voilà pourquoi vous avez vu, l'homme a bâti des stratégies, il s'est multiplié, protégé par la France, poussé par la France, jusqu'à devenir aujourd'hui un élément incontournable pour maintenir le pouvoir économique de la France dans la sous-région et éventuellement au niveau de cette petite république que nous appelons le Congo-Brazzaville. Si les jeunes Africains au niveau de l'Ouest refusent la France clairement, il ne s'agit pas des gouvernants en Afrique de l'Ouest qui disent non à la France, mais il s'agit des peuples qui se lèvent et qui parlent d'une seule voix, les peuples en Afrique de l'Ouest. La population est debout, la population dit non aux forces impérialistes. Par contre, dans le pandémonium du diable que nous appelons le Congo-Brazzaville, vous avez une catégorie des jeunes qui disent oui à la France, qui s'accrochent à la France. Pas seulement les jeunes, même des vieux gourous, des vieux corrompus, des pseudo-politiciens qui continuent à dire oui à la France d'une manière claire. On n'a qu'à voir dans la diaspora, pas mal de jeunes vous parlent de la France, vous parlent toujours de la France. Des politiciens, Boukadia vous parlent de la France. Les Mounari vous parlent de la France. Du côté des nordistes aussi, des Moshi, ils ne vivent que grâce à la France. Mais en 21 minutes, vous venez là d'écouter la politique de la France. C'est une politique d'extermination, de massacre, de crimes, de pillage, de vol. Il n'y aura jamais un changement avec cette France-là pour nous les Congos. Donc nous devons nous démarquer de cette France-là. Comprenez? Et vous devez le savoir, c'est au prix de notre sang. La liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. La liberté demande le courage, la détermination. La liberté demande l'affrontement. L'affrontement de casser leurs intérêts sur nos territoires. La vérité, la résilience consiste de mettre terme à tout intérêt de tous ces gens-là qui ont longtemps comploté. Mais ce que vous devez comprendre, dans la tête de la plupart des temps, surtout en Afrique centrale, qui est devenu le berceau des groupes de prière et des églises, pendant, comme je venais déjà le voir dans une vidéo qui circule, tout le monde est en train de ruer vers l'Afrique, bâtissent leur stratégie, leur avenir par rapport à l'Afrique. Et pas n'importe quelle Afrique, il s'agit là de l'Afrique centrale. Au Jardin d'Éden, là vous avez quasiment toutes les formes des minéraux, les forêts, les eaux, ainsi de suite. Mais le monde est en train de viser de l'extermination des peuples. Dans ce que nous appelons autrefois, il y a peut-être plus de 4 ans, l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Mais il ne s'agit pas simplement de la guerre de l'eau, il s'agit de la guerre des ressources naturelles. Le Japon, la Chine, l'Inde, le Brésil, tous ces États ne visent que l'Afrique, ne pensent qu'à devenir riches, à bâtir leurs économies sur l'Afrique, essentiellement sur l'Afrique. Les technologies aujourd'hui nécessitent l'Afrique centrale et au centre de tout. C'est cela qui est la réalité. Les États-Unis ne pensent qu'à l'Afrique. Tout le monde est en train de retracer leur carte. Pensez à l'Afrique parce que leur avenir se retrouve là-dedans, en Afrique centrale.
Aujourd'hui, vous êtes en train de voir, les Russes se sont levés en train de shifter la France qui est en perte de vitesse. Tout le monde vise l'Afrique. Les Russes changent de stratégie, viennent dans le contexte de partenariat gagnant-gagnant avec les Africains, en cherchant à déboulonner les forces militaires de la France, qu'on a donné ce fameux rôle de gendarme d'Afrique pendant plusieurs décennies, qui s'est lourdement enrichi, mais en réalité, la France elle-même ne s'est pas enrichie. Une partie d'élite s'est lourdement enrichie en protégeant les crimes les plus odieux. Les Russes aujourd'hui sont en train de déboulonner la France. Les Russes aujourd'hui décident de se maintenir. Les Chinois viennent avec des stratagèmes d'échange, de partenariat. Le Chinois aujourd'hui est en train de prendre une grande partie d'Afrique, des investissements sur le sable dans une complicité énorme, dans une corruption. Et vous le voyez quasiment dans l'ensemble de tous les pays en Afrique. Éventuellement, l'Afrique centrale est devenue une véritable plaque tournante. Même les Turcs sont en train de ruer vers l'Afrique. Tous ces États bâtissent leur stratégie, comme déjà cette vidéo que je venais de voir. Mais par contre, les Africains eux-mêmes ne pensent qu'à Jésus. C'est comme nous le voyons dans notre propre langue. Nos frères et sœurs disent toujours Nzam Kesala, Yisukwiza, Yisukusalisa. Ce Dieu que vous entendez, Jésus là, ne viendra jamais vous aider à l'instant qu'on parle. Il s'agit d'une détermination, comme les Congos sont en train de le faire pour leur survie, face aux ennemis qui ont bâti des stratégies pour nous exterminer. La France ne sera jamais notre amie, c'est clair. Elle ne le sera jamais. On n'a qu'à voir tous les présidents de la Ve République de France qui sont venus avec plein de promesses, comme déjà vous l'avez entendu dans ce message audio. Rien pour vous. Il s'agit de leur intérêt. Mais quand ils viennent au pouvoir, ils viennent avec une promesse, n'est-ce pas? Ils utilisent éventuellement l'électorat africain pour prendre le pouvoir. Et à la fin, ils vous poignardent au dos. Ils sont dans leur deal. Tous s'en sortent gagnants en partant de l'escroc qui a commencé ce phénomène à partir de la 4e République que les Français eux-mêmes appellent leur euro de Gaulle. En réalité, un escroc qui a bâti toutes les stratégies basées sur le crime. Et oui, ils ont choisi Brazzaville comme leur pivot, leur épicentre de toutes les manigances de criminalité, de pillage. Vous comprenez, chers amis? Nous devons nous démarquer de la France d'une manière définitive, claire et nette. La France ne sera jamais là pour vous aider. Mais malheureusement pour cette même France, le monde est en train de shifter. Même ceux qui lui ont donné cette responsabilité de gendarme africain a compris qu'il est temps de pouvoir la mettre hors d'état de nuire. La France est haïe désormais en Afrique. La jeunesse est debout. Il n'y a qu'en Afrique centrale où vous aurez encore des caciques qui s'accrochent à cette mauvaise politique qui est la politique de la France-Afrique de destruction des peuples, de pillage et des crimes avérés, clairs et nets. Mais ce que nous tenons à dire ici, la Chine travaille en partenariat avec les Français. Si vous voyez tout le temps que vous êtes en Afrique, là où il y a des entreprises chinoises, vous verrez toujours des parallèles qui existent, ou une parallèle, pardon, qui existe entre les entreprises africaines, les entreprises françaises et les entreprises chinoises. Et en un point de... C'est une forme des parallèles en réalité qui se rencontrent, on peut le dire carrément à l'infini, comme dans les expressions mathématiques. Mais en réalité, ces entreprises chinoises sont en collaboration avec les entreprises françaises. Le cas du pont d'ammonium que nous appelons le Congo-Brazzaville, vous allez voir que à côté de chaque entreprise chinoise, vous verrez toujours une entreprise française. Parce que la France a réalisé qu'elle ne peut plus faire la concurrence avec la Chine, il faut aller dans une forme de partenariat pour piller, détruire et manger ensemble. La Chine étant forte, amenant de l'argent, la France doit aller chercher son capital à travers les formes de corruption avec les gouvernants, entre guillemets, qui sont en place, qu'elle a mis en place en réalité. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas simplement accuser les Chinois
Et c'est d'ailleurs ce que les Américains ont compris. Hein? La Chine, si l'Amérique veut battre l'Afrique, veut battre la Chine, il faut battre l'Afrique sur le territoire africain, là où se retrouvent toutes les ressources naturelles, là où se retrouve en réalité l'avenir du monde entier. Donc la guerre se passe sur le territoire africain, que les Africains eux-mêmes ne voient pas. Si les Russes veulent battre les Américains ou les Français ou les Chinois, ils vont le faire sur le territoire africain, que eux-mêmes les Africains ne voient pas, mais attendent un Jésus blanc qui va descendre pour pouvoir le faire à leur place. Et ce Jésus-là qui ne viendra jamais depuis le temps de la traite négrière jusqu'à aujourd'hui. Comprenez ça? Il est question de se démarquer de la politique française, une politique qui est basée sur le crime, le pillage et la destruction. Et le peuple Congo l'a compris. On a mis terme aux accords d'une manière claire, légitime et légale. Monsieur Macron, Emmanuel, président de la France, est informé. Nous avons encore envoyé les deuxièmes correspondances les jours passés, comprenez? Et là, nous allons donc passer à l'action qui consiste à aller rechercher notre argent. Souvenez-vous que la France a protégé les crimes des Moshi. Et les Moshi et les nordistes ont récupéré le magot des Congo, plus de 100 000 milliards de dollars américains. 100 000 milliards de dollars américains de ce qu'ils ont appelé l'argent des générations futures, que d'ailleurs nombreux ont déjà oublié, même si nous sommes dans le contexte de l'unité du Sud, le contexte de la fédération, mais nous ne pouvons laisser les 100 000 milliards de dollars américains de notre argent. Et s'il va y avoir une guerre entre eux et nous, c'est éventuellement cet argent que nous ne pourrons jamais laisser. Oui, le divorce a été d'une manière claire, mais notre argent doit être remboursé. C'est cela, chers amis. Parce que dans leur stratagème, ils ont compris qu'ils ont perdu le Sud. Ils ont compris que le peuple du Sud est debout. Ils ont compris que les Congos sont debout. Ils sont en train de préparer des stratagèmes en mettant en place des banques. La seule façon de bouger l'argent qu'ils ont volé, c'est éventuellement en implantant des banques chez eux. Les éco-banques, BGFI, ainsi de suite. C'est pour bouger l'argent des Congos, essayer de planquer l'argent à travers le monde entier. Les 100 000 milliards de l'argent des Congos qu'ils ont volé. Ils ne vont pas s'échapper avec cet argent simplement. Non, c'est de l'argent qui va être remboursé dès le premier jour. Maintenant, s'ils pensent qu'ils sont maintenant en train de préparer la séparation d'une manière claire, qu'ils vont simplement se détacher, aller vivre paisiblement au Nord Congo, ils sont vraiment en train de se tromper. Nous irons chercher cet argent partout où ils vont les planquer. S'ils vont le mettre dans les trous, nous irons dans ces trous chercher cet argent d'une manière claire. Et il n'y aura rien qui nous empêchera d'aller récupérer les 100 000 milliards de dollars américains de l'argent des Congo. Nombreux ont déjà oublié, veulent aller dans une forme d'élection législative. Certains nous préparent des deals, des compromis politiques historiques. Certains sont en train d'aménager Sassou. Dit non, le problème c'est Sassou. Le problème c'est pas Sassou. Le problème c'est Sassou et le Nord. C'est ça le problème. Et ce contentieux doit maintenant se régler dès maintenant. Et la fédération est là pour régler ce problème. Et voilà pourquoi nous demandons à l'ensemble de notre peuple de nous soutenir. La France n'est pas le partenaire idéal dans notre lutte. Mais par contre, nous demandons à la France d'agir maintenant avant que le pire en arrive, même pour eux-mêmes et leur intérêt. Il s'agit de demander aux nordistes et aux Moshi qu'ils ont armés, qu'ils ont longtemps protégés, de libérer les terres du Sud-Congo. Souvenez-vous, l'unité du Sud, la Fédération Congo, le nouveau État que nous avons mis en place, ne signifie pas laisser les 100 000 milliards de dollars américains de notre argent entre les mains des brigands. Ils peuvent construire leur nord, mais ça se retrouvera comme Guadeloupe, parce que notre argent, c'est à rembourser. Notre peuple qui a été tué, chaque mort doit être récompensé. Toutes les victimes devront être récompensées par les Moshi. C'est cela que nous voulons du point de vue de droit et de justice. À bon entendeur, salut, la lutte continue.
le peuple garde toujours. À la prochaine. Au revoir.